Bonsoir à tous. Alors je fais comme un magicien, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait des tours de magie. Bon, on est parti. Donc je m'appelle Yvan Lemintier. J'ai choisi d'essayer aujourd'hui de vous convaincre qu'une frugalité positive est possible chez nous, au nord, c'est-à-dire ici, en France, en Bretagne. Et je vais essayer de partager certains partis pris pour essayer de faire ça ensemble, et peu de certitudes. Vous verrez, j'ai pas beaucoup de certitudes sur ce que je vais vous dire. C'est peut-être pas ce que je devrais vous dire, mais voilà. Revenons un petit peu en arrière. Donc moi, je suis issu donc d'une famille de voyageurs, puisque mon père et mon grand-père étaient officiers de marine, marins. Donc il y a une habitude de bouger, des voyages assez importantes. Mais également, et on est dans le Trégor, c'est pas pour rien, on est très enraciné dans un petit territoire qui s'appelle le Menet, au sud de Lamballe, et donc voilà, il y a d'un côté des ailes qui sont nécessaires et des racines qui permettent de s'envoler. Voilà. Donc ça, c'était. Donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé mon enfance en Afrique avec mes parents, et donc c'était une première occasion de me frotter à ce que les Africains appellent notamment la dibrouille ou le système D. Nous, on l'a transformé en système D. Avec mes camarades à l'école ou dans la vie de tous les jours. Et puis ensuite, j'ai eu une première vie où j'ai été salarié de grands groupes de l'alimentaire. Et là, ça n'intéressait pas grand monde, en fait, à cette époque-là, les pays pauvres. Et moi, j'avais dit, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années sur des pays avec avec des faibles indices de développement. Donc, avec des marchés ou des personnes qui vivent pas très loin du seuil de pauvreté. Voilà. Et depuis 20 ans, je me pose, il y a deux enjeux qui m'intéressent, ou deux questions. Premier, c'est quels sont les besoins des personnes les plus vulnérables et comment on peut y répondre. Et puis le deuxième enjeu, c'est la création de valeur et la création de valeur réalisée par l'entreprise qui, quand vous revenez à un mouvement qui s'appelle l'École de Chicago aux États-Unis, qui est une vision assez libérale de l'entreprise, c'est moi je mets de l'argent dans l'entreprise, ça m'appartient, et il faut que l'entreprise, elle me rapporte le plus d'argent possible. Donc moi, ça m'a posé pas mal de questions il y a 20 ans. Et donc je me suis posé ces questions en lien avec le vivant. Et vous verrez qu'il y a un lien entre le vivant et la frugalité, parce que frugalité, ça vient du mot fructis, qui veut dire fruit ou moisson. Voilà. Voilà. En fait, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous propose cette citation d'André Gide? Il n'y a aucun rapport, en fait, avec la frugalité. En fait, il y a un rapport. C'est que si vous, en fait, remplacez le mot art par frugalité, vous avez une bonne définition de ce que pourrait être la frugalité. Donc en fait, la frugalité est née de contraintes, elle a même besoin de contraintes en fait pour s'exprimer, pour naître donc. Elle vit, c'est-à-dire qu'elle va s'étendre en embrassant ses contraintes, en luttant contre, mais en embrassant ses contraintes. Mais si vous lui enlevez en fait ses contraintes, elle va s'arrêter en fait. Donc il y a le premier parti pris, c'est que la frugalité, c'est avant tout un état d'esprit qui part d'une problématique, qui s'appuie sur des contraintes. On s'appuie sur des contraintes, on ne va pas les neutraliser pour imaginer des solutions et s'inscrire dans le temps. Et donc, j'ai un premier exemple à partager avec vous. Voilà. Donc, j'ai vécu, donc, je vous disais, j'avais passé une petite partie de mon enfance en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la plus grande décharge d'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle la décharge de Mbebeuz, qui se trouve à l'est de Dakar. Et en fait, cette image, c'est une énigme. Et l'énigme, c'est si on comprend ce qui se passe sur cette photo avec cette récupératrice, on comprend très bien que c'est une entrepreneuse très créative et frugale. Et on va en parler. Dans la frugalité que j'essaye de promouvoir, il y a cette idée de on part du local. On n'a pas le choix, on ne bouge pas, on ne va pas importer, on va regarder ce qu'on a autour de nous. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, moi, je n'ai pas le choix, je vis sur cette décharge, je ne peux pas bouger, je n'ai pas d'argent pour me déplacer même. Elle est très, très pauvre, cette jeune fille. Donc cette dimension locale, elle est très importante si on veut apprivoiser la frugalité. Deuxième chose, je vous parlais de contraintes. Vous imaginez que cette personne, elle vit, elle travaille, elle se nourrit sur cette décharge, en fait.
Et donc, elle a une série de contraintes à disposition pour créer de la valeur. Et elle va prendre ces contraintes comme des opportunités, elle va s'appuyer sur ces contraintes pour créer son travail, en fait. Hein. Dans frugalité, il y a simplicité. Elle a beaucoup de déchets à disposition sur cette décharge. Elle en a choisi un. Elle a choisi les canettes de coca, enfin les canettes en aluminium, pour être plus efficient et pour essayer de créer quelque chose à partir de cette contrainte qu'elle s'est fixée elle-même. Et là où elle est ingénieuse, et tout entrepreneur frugal doit être ingénieux, c'est-à-dire qu'elle est seule, donc elle fait confiance qu'à sa capacité de créer. Elle dit, mais moi, j'ai pas de presse, j'ai pas d'outils, j'ai pas les moyens de m'avoir des outils. Et elle a observé les trajets des camions qui traversaient la décharge, qui traversent la décharge en fait pour prendre du sable et qui sortent de la décharge de la même façon. Elle dit, mais la presse, je l'ai, il faut que je mette mes canettes au bon moment, au bon endroit pour pouvoir presser mes canettes. Et donc, dans frugalité, il y a ingéniosité et c'est un élément très, très fondateur de ce mouvement de la frugalité. Et puis ensuite, elle est entrepreneuse puisqu'elle a trouvé des clients à qui elle vend ses canettes aplaties. Et en fait, ces clients, ils font ça pour les touristes. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, deuxième parti pris, la frugalité, elle vient du Sud, cette notion de frugalité, et vous la retrouverez en fait sous des termes comme jugad. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de jugad, c'est un terme hindi qui veut dire littéralement en hindi on détourne. La débrouille, je vous en parlais tout à l'heure, le système D, quick fix en anglais, hein, c'est une façon très agile de résoudre des problèmes. Et donc, cette vision de la frugalité qui vient du Sud, c'est vraiment une manière de prendre des contraintes insurmontables pour nous, de les transformer et de produire de la valeur à sa façon à partir de ces contraintes en fonction finalement d'un périmètre. Hein. Troisième parti pris, c'était dans le titre, je crois. Pourquoi est-ce que vous pensez que moi je pense qu'on doit s'approprier la frugalité chez nous? Il y a deux raisons principales que vous connaissez sûrement mieux que moi. La première, vous savez qu'on a de moins en moins accès à des ressources. Les ressources de type pétrole ou autre, l'eau bien évidemment. Ça, c'est un constat, on le sait, les grands scientifiques nous ont donné des perspectives hein, sur cette carence après-demain finalement vis-à-vis des ressources. La deuxième chose, c'est que on va avoir de plus en plus de contraintes qu'on nous impose ou que l'environnement va nous imposer. Moins de déchets, soit plus économe en énergie, soit plus accessible, on ne peut pas se déplacer, c'est difficile. Et donc, il va falloir trouver des solutions qui vont dépendre de ces carences et qui vont dépendre aussi de ces contraintes qu'on va nous imposer petit à petit. Ça, c'est les deux raisons majeures. Ensuite, moi, je vous ai pris un petit exemple qui m'est arrivé au Bangladesh, parce que même si on connaît ces raisons, il va falloir que nous, on change de regard sur les choses. Et cet exemple, il sert à ça. On avait décidé de construire une petite usine au nord de Dhaka, qui est la capitale du Bangladesh. Bangladesh, hein, c'est 111 millions d'habitants. 80% des personnes qui vivent au Bangladesh gagnent entre 1 et 3 dollars par jour. C'est un pays d'une extrême pauvreté. Donc la pauvreté fait partie de leur vie. Hein. Une personne qui vit au Bangladesh, en termes de revenus, ne sait pas l'après-midi le revenu qu'elle aura le matin. Elle ne le sait pas. Donc elle vit au jour le jour, en fait. Hein. Donc ça donne des dimensions un petit peu différentes. Et quand on a réfléchi à... On aimerait bien faire un yaourt pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et on aimerait bien le faire dans des conditions un peu particulières, avec une création de valeur, ce qu'on appelle un impact, c'est-à-dire on respecte l'environnement, on va essayer d'impliquer, d'inclure les communautés autour de cette usine. Il y a eu un groupe de réflexion autour de ce concept. Et il y a une personne bangladesh qui nous a dit, mais vous les Français, vous êtes les rois des yaourts. Bon, alors vous connaissez les entreprises qu'on a en France, c'est vrai, on n'est pas trop mauvais dans les yaourts, mais pourquoi vous voulez toujours mettre des yaourts dans des pots? Les pots, je les paye, le pot, il ne me sert à rien, et en plus, si je veux le recycler, c'est très complexe et très cher. Il nous dit tout de suite après, mais regardez le cône. Cône, c'est ça. Ben moi, en fait, pour les personnes qui m'intéressent, j'en ai pour mon argent, parce que d'abord, je n'ai pas besoin d'emballage, et même si j'ai besoin d'un support pour manger, pour déguster ma glace, je le mange. Donc, ça fait partie de la valeur que je vais acheter. Et j'en ai pour mon argent.
En France, on n'aurait jamais imaginé ça. La solution qui avait été trouvée par des ingénieurs brillants, elle n'était pas satisfaisante de mon point de vue. On a trouvé un substitut au plastique qui était de l'amidon et qui pouvait se recycler très facilement et qui était moins cher que du verre. Voilà. Mais c'était pas, on n'avait pas rejoint le cône, en fait. Hein. Voilà. Donc, quand on veut en fait aborder la frugalité telle que moi, à petite échelle, je la vois, il faut changer de regard sur les choses et sur la valeur qu'on donne aux choses ou la valeur qu'on aimerait bien créer pour les autres. Voilà. Quatrième parti pris, là, ce que vous voyez, c'est un changement de paradigme. Ça fait des années qu'on nous explique que pour avoir plus, il faut rajouter plus. Je prends l'exemple des voitures. Hein. J'avais discuté il y a quelques années avec un directeur d'innovation de la recherche d'un grand fabricant automobile qui me dit « Mais Yvan, ça fait 40 ans on pense qu'en mettant un petit gadget de plus, les gens vont payer plus et ils vont avoir plus. » Et en fait, il m'a dit quelques années après « Mais regarde la Logan, c'est l'inverse. » Mais la Logan, c'est plus simple, c'est sans doute plus sobre aussi, et ça répondait aux attentes de personnes qui ne voulaient pas le gadget de plus, en fait. Mais il fallait simplement le décider de ça. Et il y a une méthode, en fait, qui permettait de faire ça, qui s'appelle le reverse engineering, qui reprend les prix de revient à la base et qui les remonte, et qui dit comment je fais. Donc, il faut changer de paradigme, et il faut le décider, en fait. Voilà. D'où apporter plus ou mieux avec moins. Ce n'est pas du low cost. Vous voyez bien qu'il y a vraiment une différence de valeur. Soit on parle de mieux, soit on parle de plus. On ne dégrade pas. On utilise des contraintes inexplorées pour essayer de les transformer pour apporter plus. Je vais vous prendre un exemple d'ailleurs qu'on avait avec quelques collègues, puisque sur cette thématique-là, si ça vous intéresse, j'ai créé une chaire qui s'appelle I3F, une chaire de recherche, et qui était pluridisciplinaire, donc avec des gens des télécoms, des gens de l'Institut d'optique, et moi j'avais rajouté une couche, j'avais mis des designers. Et on avait créé un hackathon, je suis sûr que les jeunes connaissent ça beaucoup mieux que moi, donc un hackathon, on a mis une vingtaine d'étudiants pendant 3 jours, en leur disant « Trouvez-nous une idée frugale autour de la thématique alimentation et agriculture, et votre objectif, c'est de nous proposer un concept qui fait sens et de nous réaliser un prototype. » C'est intéressant parce qu'on s'est aperçu que des agros, avec des gens des télécoms, avec des designers, en fait, ils arrivaient à créer des choses incroyables. Ce qui va à l'inverse de la recherche française aujourd'hui, qui est très en silo, comme vous le savez, hein, pour certains collègues qui seraient peut-être là, ou même d'autres. Hein. On est très en silo. La frugalité demande de faire tomber les silos, en fait. Et donc, celui qui avait gagné, le groupe qui avait gagné avait imaginé, alors ils étaient partis d'une problématique très simple, qui était de dire, dans certains pays, vous avez 50% de votre production qui est perdue et qui reste en champ. Vous imaginez 50%, hein, c'est énorme. 1 sur 2. Une mangue sur 2, une orange sur 2. Reste en champ parce qu'on n'a pas les moyens on n'a pas le temps ni les moyens de les sortir du champ. Et donc, ils ont dit, ben, nous, on va inventer une machine sous vide. Et en fait, ils ont dit, on va prendre une petite enveloppe qu'on trouve localement et on va inverser une pompe à vélo. Donc, ils avaient imaginé une machine sous vide très locale, très simple, très peu chère, avec ce qu'on pouvait trouver sur place, c'est-à-dire une pompe à vélo, sauf qu'ils avaient inversé le modèle de la pompe à vélo. Elle n'était pas là pour gonfler, mais elle était là pour retirer l'air de la poche. Voilà. Alors, l'idéal de frugalité pour moi, et c'est Syntex qui le dit, c'est la simplicité. Hein, quand il dit « il semble que la perfection », donc l'ambition est grande, hein, soit atteinte, non quand il n'y a plus rien à ajouter et quand il n'y a plus rien à retrancher, il dit ça. Il dit finalement, on a passé notre temps à essayer de mettre plus pour apporter plus, il faut revenir à des choses plus raisonnables, il faut s'appuyer dessus. Léonard de Vinci disait la même chose, il disait que le summum de la sophistication, c'est la simplicité, lui comme artiste. Et donc ce que nous, on essaye de faire, on est assez peu hein, sur ces mouvements-là, c'est de dire, oui, il faut réfléchir ensemble autour de ces valeurs pour pouvoir inventer les solutions avec des jeunes et des moins jeunes de demain. Le vivant est un champ illimité sur ça. Le vivant, c'est aussi bien une semence pour un agriculteur qu'un produit transformé pour un transformateur, par exemple. Donc il faut des espaces qui permettent de faire ça, de réfléchir. Il faut ensuite des espaces qui permettent d'imaginer des solutions. J'ai une idée, ah oui,
Très bien. Quel est le sujet? Est-ce que c'est une idée qui n'a pas été explorée? Est-ce que c'est une idée qui a juste contraint? Très bien, on va créer un espace pour imaginer ça et réaliser les prototypes. On se sert de méthodes plutôt pluridisciplinaires, et notamment le design thinking, qui permet vraiment, non seulement de se mettre à la place de l'usager pour imaginer une solution demain, mais surtout de réaliser des prototypes très rapides, très peu chers, et qui permettent de vivre avec ce produit ou ce service dans la vraie vie. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir.